JJ, Jay, de comme de gangsta, no one Welcome! We are super excited to introduce Brain, the brain. a completely new experience for Omnisphere. Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'antifragilité. Épisode 3, un épisode qui va être peut-être un petit peu moins personnel que l'épisode 2, quoique, où je vous ai narré un petit peu ce qui s'était passé dans ma vie au niveau de la plus belle, en tout cas, de la plus puissante des croissances post-traumatiques que j'ai connues. Qui était évidemment l'événement, un des événements fondateurs de mon être, qui a été la perte de mon père. Et je pense qu'on peut tous prendre un moment pour se refléter par rapport à ça, comme disent les Américains, et avoir une pensée par rapport à son propre parcours, par rapport aux enfers qu'on a traversés, et à quel point on est résilient, puisqu'on est toujours là, à écouter ou à faire ce podcast. C'est la capacité du corps et de l'esprit humain et même du vivant à bénéficier de ces épreuves et d'en ressortir toujours grandi. Toujours grandi. Et oui, parce qu'on est sorti de cette physique newtonienne ou du déterminisme, comme on dit, où 1 et 1 égale 2, où si vous aviez une intelligence infinie et que vous connaissiez tous les paramètres possibles et imaginables d'un environnement, la qualité de l'air, la pression atmosphérique, le nombre d'animaux et d'insectes, leur vitesse de déplacement, etc., vous seriez capable de déterminer avec exactitude parfaite le prochain événement. Ça, c'était la vieille physique de Newton. Est arrivé Einstein et ses amis, Schrödinger, Dirac et tant d'autres qui ont révolutionné le monde en faisant plusieurs changements de paradigme, aussi bien au niveau physique que mathématique, au siècle dernier. Et nous sommes sortis de ce déterminisme avec en point de commun la notion de propriété émergente, c'est-à-dire que 1 plus 1 égale point d'interrogation. Le total, le tout, est toujours différent de la somme des parties. C'est ça qui est le message fondamental dans le changement de paradigme et qui va nous permettre d'avoir des nouvelles lunettes pour observer le monde qui nous entoure. Si on reste dans ce déterminisme-là, on va rester dans le monde des formes, dans le monde aussi de la consommation. Et se détacher de ça, ça nous permet de prendre conscience de l'étendue de notre champ des possibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire, propriété émergente ? L'exemple qu'on cite souvent, c'est H2O, c'est l'eau. La molécule d'eau, H2O, c'est 2 hydrogènes, 1 oxygène. C'est-à-dire que vous prenez 2 gaz, vous les assemblez, et là, miracle, magie, une nouvelle propriété émerge, c'est du liquide, c'est de l'eau. Donc, les propriétés de l'individu ne sont pas les mêmes que les propriétés du groupe. Et ça, c'est encore une fois extrêmement important parce que ce changement d'échelle, rien que le fait de changer d'échelle, donne de nouvelles propriétés. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas, et qu'il faut arrêter de comparer les événements et les comportements de groupe qui sont à des échelles complètement différentes. Par exemple, les études qui tombent sur la crise actuelle, qui comparent des pays minuscules où il y a 300 000 habitants, aux pays gigantesques où il y en a 300 millions, ça n'a pas de pertinence, puisque les caractéristiques et les propriétés divergent totalement. Voilà, ça c'est une des propriétés de la nature, c'est-à-dire que quand vous allez assembler des choses, de nouvelles propriétés vont naître, et des propriétés qui peuvent être imperceptibles, non mesurables. Vous prenez des pierres ou des briques, une par une, ce sont des pierres et des briques. Vous les assemblez, vous pouvez construire une cathédrale. C'est-à-dire que les propriétés de la pierre, face aux propriétés de la cathédrale, on voit bien qu'elles sont complètement différentes. La cathédrale, elle a donné naissance au concept de beau, d'esthétisme, à tout un tas de choses qui existent, on le sait bien, comme existent nos émotions et nos sentiments, mais ils ne sont pas mesurables. Demandez-moi de mesurer l'amour,
et j'en serais incapable. Demandez-moi de mesurer la force de conviction de quelqu'un, le courage, tout ça, on est d'accord, ça existe. On ne peut pas dire que l'amour n'existe pas. Pourtant, on ne peut pas le mesurer. Donc, ce monde matérialiste et déterministe, il faudrait vraiment qu'il cesse enfin, qu'il s'efface pour un monde beaucoup plus ouvert sur ce que nous ont prouvé les pères fondateurs de la physique quantique, par exemple. Alors, la physique quantique, on y reviendra vraiment en détail dans les prochains épisodes, avec des invités surtout, parce que j'ai besoin de personnes qui maîtrisent le sujet. Moi, je suis que un fan de tout ça, qui m'y plonge avec grande joie, mais il faut vraiment des gens qui maîtrisent tout ça. Je peux que populariser le tout. De ce que j'en ai compris, la physique quantique, il n'y a rien de plus précis. C'est-à-dire, c'est pas un truc farfelu. C'est pas une chose nébuleuse que seul qui est donné libre à l'interprétation des scientifiques et des savants, et à chaque fois c'est-à-dire que le formalisme va changer. Un tel va utiliser la physique quantique d'une certaine manière, un autre va pouvoir diverger dans son utilisation. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le formalisme de la physique quantique, il est d'une exactitude à tomber par terre. Étienne Klein en parle souvent. Étienne Klein, vous le retrouverez sur France Culture, par exemple, directeur au CES, il me semble, de recherche. C'est un grand physicien français. Et il nous dit bien, la physique quantique, il n'y a rien qui marche avec une aussi grande exactitude. Par contre, l'interprétation des implications de la physique quantique, là, nous sommes dans un monde libre. C'est-à-dire que on a un outil qui fonctionne extrêmement bien, mais ce qu'il nous dit du monde, ça, l'interprétation, là, on est dans le flou. Là, on est dans l'interprétation personnelle. Là, on peut avoir aussi des dérives du genre, on met quantique, le mot quantique à toutes les sauces. La médecine quantique, l'acupuncture quantique, la réflexion quantique, enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Donc l'outil marche. Du feu de Dieu, c'est un marteau qui permet d'enfoncer tous les clous avec une précision infinie, quasi infinie. Par contre, l'interprétation qu'on en fait par rapport au monde reste encore dans une sorte de flou qui nous reste à déterminer. Voilà, c'est l'interprétation des grandes lois de la physique quantique. Bref, voilà pour l'intro. On est parti loin, comme d'habitude. J'essaye de pas m'égarer parce que je vous fais ces podcasts à la volée. Il est toujours entre 5 et 7 heures du matin quand j'enregistre. Donc je suis perdu dans mes réflexions. Et c'est là où j'ai envie de partager des choses. Donc, je vous l'avais promis, les podcasts de l'antifragilité, c'est aussi une bonne grosse dose de rentrer dans mon intimité. Donc voilà, vous êtes servis. Donc aujourd'hui, on va parler de la marche à suivre. J'écrivais ça pour une future interview qui mêle philosophie et physiologie. Et on me pose la question suivante, parce que j'ai les questions en amont de l'interview. Par rapport à sa santé, quelle marche à suivre, par quoi commencer? Est-ce qu'il faut attendre que le monde de la santé change de manière pyramidale en partant du politique? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est les corps économiques et sociaux qui doivent changer les choses au niveau de la santé? Ou est-ce que c'est au niveau individuel, la prise de conscience, etc. Alors moi, je pense qu'il faut agir en parallèle. Je pense que les représentants du peuple, qui ne sont que des représentants, qui ne sont certainement pas souverains. Le peuple est souverain. Ces représentants-là doivent faire des réformes et changer les choses, notamment changer leur discours. Ça, c'est clair, pour la santé. Et puis, au niveau individuel, il faut qu'on avance, il faut qu'on diffuse au maximum le savoir, parce que force est de constater que de nos jours, dans les mêmes canaux circulent opinions, avis, savoir, études scientifiques, connaissances, réalité, faits, certaines formes de vérité. Bref, c'est très difficile de s'y retrouver. Donc, on doit passer par une certaine forme de méthodologie pour avoir un filtre à bullshit, comme disent les Américains, c'est-à-dire un filtre par balle qui va vous permettre d'avoir du pif et du flair et vous faire remarquer
toute forme de bêtises. Quand quelqu'un arrive avec des propos qui sont simplement un travail de perroquet, où il répète juste ce qu'il a entendu, mais avec un aplomb, c'est très facile de penser que c'est une vérité. Mais si vous avez en vous la force et le discernement, vous allez tout de suite savoir que ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi, c'est du bullshit, comme disent les Américains, encore une fois. Donc, quelle démarche suivre? Eh bien, pour ceux qui connaissent mon travail, vous savez que j'ai sorti des nouvelles formations, puisque je travaille aussi en ligne et je propose des programmes d'entraînement et de renforcement, pas seulement physique, mais aussi mentaux. Moi, ce que je veux, c'est l'autonomie de chacun. Donc, j'œuvre dans ce sens-là. Et je pense qu'à terme, ça donnera naissance à une école indépendante. Pour moi, ça passe par quatre grandes étapes. Tout d'abord, la phase de connexion. On est déconnecté de nos jours. Malheureusement, on pense qu'on est plus connecté grâce aux réseaux sociaux et ce terme de connecté à Internet, en fait, qui nous trompe. On est déconnecté de nous-mêmes et de notre environnement direct. Si on étudie notre physiologie, simplement dans les grands principes, dans les grandes lois et dans les grands système nerveux, hormonal, système vestibulaire, système tactile, tout le système sensorimoteur, on se rend compte que nous sommes programmés, on a été designés par l'évolution, par Dieu, par la nature. Vous mettez le terme que vous voulez derrière. Mais force est de constater que la physiologie et l'anatomie du vivant est toujours à l'image de son environnement. C'est-à-dire que nous avons de l'interoception et de l'extéroception. Qu'est-ce que ça veut dire? Extéroception, c'est ce que nous donnent nos capteurs sensoriels. La peau, le toucher, le tactile, le ressenti au sol, le visuel, le vestibulaire, c'est l'oreille interne, donc c'est la gestion de l'équilibre. Tous nos capteurs captent l'environnement, captent les informations extérieures. Ça, c'est l'extéroception. L'interoception, c'est ce qui vient de l'intérieur, donc les signaux internes, surtout au niveau des viscères, le taux d'hormones, le taux de calcium qui vient de rentrer par rapport au repas, le taux de glucose, le taux de CO2 qui est extrêmement important. J'en parle ad nauseum dans mes vidéos sur Verisme TV quand j'aborde la respiration et les techniques de respiration, mais ce CO2, il faut bien le comprendre. Ça vient de l'effet Bohr, B-O-H-R. Pour les plus curieux et scientifiques, ils iront voir à quel point le CO2 est la molécule vraiment oubliée de l'histoire et qui pourtant joue un rôle clé, capital, dans l'oxygénation des tissus et la gestion émotionnelle, entre autres. Bref, il y a cette interoception également. Ce sont les informations afférentes qui viennent de l'intérieur du corps et qui remontent au cerveau. L'extéroception comme l'interoception remonte au niveau des centres régulateurs et notamment en passant par le thalamus qui est vraiment le carrefour du cerveau et qui va dispatcher ensuite les informations, que ce soit au niveau du système limbique, que ce soit au niveau du cortex, donc c'est-à-dire l'écorce vraiment du cerveau qu'on a acquis dernièrement dans l'évolution, au niveau des aires somatosthésiques primaires, secondaires, donc les aires sensorielles, les informations qui viennent de ma main droite, de ma main gauche, de mon pied droit, de mon pied gauche, etc. Je dispatche tout ça. Ça crée une motricité, une posture, un ajustement postural, mais aussi des émotions, mais aussi une réflexion depuis le cortex préfrontal. Ça crée tout un tas de choses. Voilà. Ça donne naissance à qui nous sommes. Retenez bien ça donne naissance à qui nous sommes. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas donner ce qu'il ne reçoit pas. Maintenant, partant de ce constat-là, observons l'homme moderne, l'homme avec un grand H, l'homme et la femme modernes. Remarquons à quel point ils sont complètement coupés de leur environnement. Reprenez l'extéroception et l'interoception que je viens d'expliquer et observez un individu actuellement dans la rue. Le capteur podal, les pieds,
qui sont notre seul rapport au monde plus ou moins physique. C'est-à-dire, c'est eux qui nous renseignent sur le matériel sur lequel on est en train de marcher. Au-delà de 3 mm, ce capteur est coupé. C'est-à-dire, vous avez une semelle qui dépasse 3 mm, le capteur est coupé. Nous sommes sur des échasses, sur du plastique de au moins 2 cm, voire plus, complètement coupé de notre environnement. Les pieds, les orteils qui sont chacun extrêmement importants, les 5 orteils, sont rassemblés comme dans un moufle ultra serré. Et donc, on transforme notre pied, qui devrait capter à chaque centimètre carré, en une espèce de uniforme qui ne sert plus à rien. Donc, on coupe ce capteur-là. On coupe les autres capteurs de la peau avec 3 couches de vêtements. Donc, la sensation de chaud, froid, d'humidité, vous oubliez. On coupe le capteur visuel avec des lunettes qui empêchent le réajustement de l'épaisseur du cristallin, qui empêchent de faire le point, qui empêchent tout un tas de choses, de l'adaptation du capteur oculaire. Et surtout, on coupe de plus en plus notre capacité à utiliser notre vision périphérique, qui est notre vision vraiment pour déceler les images rapides dans un environnement peu éclairé. C'est-à-dire capter un danger qui vient sur le côté. Ceux qui ont fait des arts martiaux, ceux qui ont fait de la chasse aussi, savent très bien que c'est notre vision périphérique qui nous renseigne beaucoup plus rapidement d'un danger, d'un mouvement, etc. Puisque nous sommes en vision conique et non plus de bâtonnet de nos jours, c'est-à-dire qu'au niveau de notre rétine, vous savez, nous avons les cônes et les bâtonnets qui sont des cellules photoréceptrices différentes. Les bâtonnets servent pour la vision périphérique, comme je l'ai dit, et les bâtonnets servent pour la vision plus conique. Les cônes servent pour la vision plus conique, c'est-à-dire les choses qui sont devant nous, précises, que l'on regarde avec attention, dans les détails, et qui sont d'une luminosité beaucoup plus intense. Ça, c'est exactement les écrans. C'est le smartphone, c'est la tablette, c'est l'ordinateur. C'est cet ultra focus sur quelque chose qui se trouve à 30 cm de notre visage. Mais il y a une loi en physiologie qui dit ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Évidemment, l'évolution, la nature, elle est pas folle. Quelque chose d'inutile, elle en diminue l'existence, puisque sinon c'est une augmentation de l'entropie, c'est une augmentation de la déperdition d'énergie. Je vais pas garder ma vision périphérique si je ne m'en sers pas. Donc, je diminue petit à petit son efficacité, je ne la renforce plus, je ne lui demande plus d'adaptation, et donc il n'y a plus de surcompensation, il n'y a plus de renforcement, il n'y a plus d'hormèse. Ça, c'est donc rien que au niveau de l'extéroception et ces quelques exemples-là, on se rend compte à quel point le monde a fait un 180 degrés par rapport à l'environnement naturel de notre physiologie, de l'être humain, du vivant. Interoception maintenant, les ressentis qui viennent de l'intérieur du corps, c'est pareil. Moi, je coach les gens dans l'expérimentation de l'inconfort. On fait de l'exercice physique, on fait des bains froids, on fait du sauna, on fait tout un tas de choses, de la méditation, des techniques de respiration, etc. Bon, force est de constater que le premier jour du stage ou les premiers temps du coaching, quand je demande à quelqu'un, après une expérimentation quelconque, comment tu te sens, il me regarde avec des grands yeux généralement, il me dit mais comment il faudrait que je me sente, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi la bonne réponse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? C'est quoi la bonne réponse? On est formaté par ce modèle pédagogique, malheureusement, où il y a une bonne et une mauvaise réponse, au lieu d'avoir une écoute attentive de ses ressentis. Normalement, il devrait me dire, j'ai chaud, je sens que mes cuisses ont chauffé, ça brûle, ça fait mal, mes poumons crament, je sais pas, il pourrait me dire tout un tas de choses. Il n'y a plus cette écoute-là. Pareil pour l'alimentation.
on fait plus du tout le lien entre ce qu'on met dans son assiette et sa digestion et ses niveaux d'énergie. On sépare, il y a une distanciation entre les événements et leurs causes. Les conséquences et les causes, il n'y a plus de corrélation. C'est-à-dire, on fait plus le lien. Pourtant, ça devrait nous sauter aux yeux que l'alimentation, si ça fait des gargouilles, des gaz, et que au niveau des selles, ça sort très très mal, c'est pas moulé, c'est odorant, etc. Il faut se poser des questions par rapport au contenu de son assiette et la manière dont on mange. La mastication, est-ce qu'on se comporte comme un animal sauvage où on engloutit complètement, rapidement, le contenu de son assiette, comme je le vois tout le temps, hein, c'est-à-dire que quelqu'un en costard-cravate, hyper bien présentable dans une réunion, vous le mettez devant une assiette, il attend pas que ses confrères soient servis, manque de politesse, il attaque son assiette dès qu'il est servi, il mange à une vitesse démesurée, il est courbé et à 2 centimètres de son assiette, on dirait un animal, en costard-cravate. Donc c'est ridicule et risible au possible, mais c'est à l'image de notre système, le système qu'on a créé actuellement. Donc, interoception complètement coupée également. Extéroception, interoception, nous avons des individus complètement perdus. Perdus en plus par manque de repères. C'est-à-dire que le libéralisme à outrance, le cassage de tous les codes, cassages familiaux, la place de chacun, le cassage du groupe social, le fait de plus avoir nos anciens qui nous inspirent et qui sont dans le foyer, tous les piliers, en bien ou en mal, hein, comprenez-moi bien, la religion, on peut tirer dessus, on peut dire que c'est génial, on peut dire que c'est terrible, je laisse votre avis, voilà, se former de lui-même. Cependant, force est de constater que, au siècle dernier encore, donc il n'y a pas si longtemps, il y avait plein de choses qui tenaient les individus, qui rassuraient. C'est-à-dire que, pour reprendre la religion, on peut lui donner tous les maux de la terre, certes, plein de défauts, mais la qualité, l'avantage, j'ai envie de dire, de tous les dogmes, et bon sang, vous savez à quel point, si vous me suivez, je suis adogmatique, hein, je pense qu'il faut se détacher des dogmes, il faut s'en inspirer, il faut comprendre les bonnes leçons que chaque croyance nous permet, mais il faut toujours avancer avec humilité et remettre en cause ce que l'on connaît. Donc c'est pour ça que je me dis adogmatique. Je prends conscience des dogmes, mais je ne m'y attache pas. Force est de constater que avoir un dogme, suivre un dogme, tous les dogmes, leur grande qualité, ça va être de rassurer, ça va être d'évincer le facteur peur. Si vous n'avez pas de piliers qui vous tiennent, que ce soit une religion, votre famille, un dogme, un tel, je sais pas, moi ça pourrait être le service militaire, ça peut être votre attachement à la patrie. Le dogme, vous trouvez ce que vous voulez. L'amour pour la France, l'amour pour quelque chose qui vous dépasse, une certaine forme de spiritualité en fait. Comprendre, avoir quelque chose qui est sacré et qui vaut la peine de mourir pour, tout ça, quand on a cassé tous ces codes-là, qu'on a poussé le libéralisme à outrance en disant que tout se vaut, ça donne des individus sans repère. Il y a plus rien qui les rassure. Il y a plus aucun pilier sur lesquels ils peuvent se reposer. Le socle de leur pyramide est complètement branlant. Bon, à partir de là, c'est difficile de naviguer dans la peur constante. Donc, connexion. Première étape, se reconnecter à cette extéroception et interoception. Donc la connexion physique, mentale, ça passe par l'optimalisme, c'est-à-dire progresser petit pas par petit pas et surtout pas le perfectionnisme. Il faut surtout pas penser que se placer dans ce mode de pensée d'Instagram ou des réseaux sociaux où on nous montre tout de suite l'extrême, la perfection, la personne qui est arrivée à un niveau de maîtrise incroyable de son physique, de son mental, de son intelligence, de ses capacités athlétiques, etc. Non. Si vous vous placez dans ce mode de comparaison, c'est encore une fois une nouvelle forme de religion où vous allez tomber toujours dans l'autosabotage et la culpabilité de ne pas être assez bien. Au-delà de ça, il faudrait être optimaliste,
C'est-à-dire progresser petit pas par petit pas et célébrer chacune des victoires, des petites victoires que l'on fait au quotidien. Célébrer la progression. Donc, connexion à son physique, connexion à cette interoception par l'exercice physique, par exemple. Ce que je propose, ça va être vraiment ce qu'on appelle en musculation la connexion cerveau-muscle. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'allumer mon quadriceps gauche par rapport à mon quadriceps droit? Est-ce que j'ai une maîtrise totale de mon corps? Tout ça, ça passe d'abord par une réappropriation de la contraction musculaire. Mais ça, dans cette démarche-là, on peut avoir la plus belle démarche philosophique. Ça paraît ras des pâquerettes de faire des mouvements isolés, et pourtant, c'est grâce à ça qu'on peut vraiment retrouver une connexion avec son corps. Et retrouver une connexion avec son corps, c'est retrouver une connexion avec son esprit, évidemment. On peut avancer sur ça. On peut aussi avancer au niveau du froid. Faire des douches froides, expérimenter encore une fois l'inconfort, comme je le dis souvent, c'est un pas de plus vers sa physiologie et vers ses ressentis internes. Le chaud, tout ce qui va permettre de se reconnecter avec sa physiologie et d'avoir une meilleure écoute des informations afférentes qui reviennent du corps. Ça peut passer par la prise de notes, ça peut passer par tout un tas de choses, de mettre en place des formes de discipline au quotidien pour petit à petit se retrouver. Ensuite, l'extéroception, on va travailler sur les capteurs, on va travailler sur plein de choses, sur le monde qui nous entoure, sur notre démarche personnelle, sur notre philosophie de vie. S'interroger aussi sur ce qui est sacré pour nous, ce qui vaut le coup de mourir, vraiment ce qui est sacré. J'y tiens parce que c'est important de savoir que tout ne se vaut pas. Chacun a sa sensibilité et sa propre démarche, et c'est important de savoir qu'est-ce qui est sacré pour vous dans votre vie. Si vous ne savez pas, prenez le temps de le déterminer maintenant, tout de suite. Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre patrie? Est-ce que c'est votre, je sais pas. Est-ce que ce sont des notions, l'amitié, l'amour? Peu importe, mais déterminez-le. Et tout en gardant l'humilité de vous dire, ça pourra changer dans l'avenir. Ça pourra évoluer en tout cas. Phase de connexion. Une fois qu'on est connecté, une fois qu'on se sent vraiment connecté avec soi-même et son environnement, on connaît la paix intérieure, c'est-à-dire qu'on est en paix avec soi-même. Par contre, on ne connaîtra plus jamais la paix extérieure parce que on ne cessera de lutter contre les lois qui vont à l'encontre de ce qui est sacré pour nous. Les lois inhumaines, les lois qui privent les libertés humaines, les lois contre l'humanisme. Je pense que nous avons tous cette sensibilité-là. Peut-être que je m'avance un petit peu. Peut-être que ce côté stoïcien a pris le pas, mais j'ai l'impression quand même que l'on partage tous les notions de l'humanisme et cette volonté du bien commun. Deuxième étape, intégration. C'est-à-dire que là, il est temps de renflouer les stocks. Il est temps de, à partir de ce qu'on a trouvé dans la connexion, cette reconnexion à soi-même, intégrer les informations. Intégrer aussi au niveau du physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Retrouver des bons niveaux d'énergie, retrouver une forme physique, retrouver une autonomie psychique, mentale, émotionnelle et physique. Là, il faut ne pas griller les étapes, pas trop vite passer à l'étape suivante, qui sera la force, qui sera le déploiement de toutes ces capacités. Il faut intégrer d'abord, parce que si vous écoutez ce podcast au XXIe siècle, peut-être qu'il naviguera au fil des siècles et des millénaires, mais actuellement, nous sommes vraiment très loin d'une forme de force. Les individus sont vraiment extrêmement faibles au niveau physique, intellectuel, et même tous les aspects de la vie, émotionnel également. Donc, intégrer tout ça. Prendre le temps d'intégrer. Et si c'est pas encore sûr, si on sent qu'il y a encore des zones d'ombre qui sont instables dans notre être, ne pas se dépêcher. Rien que la démarche va être inspirante pour les autres. Parce que très rapidement, on voudrait aider le monde quand on passe à
à la première étape de connexion, on se sent bien avec soi-même, on redécouvre son corps, son esprit et tout simplement soi-même. Très rapidement, on veut partager. Très rapidement, on veut dire aux autres de changer également. Je pense que c'est trop rapide. Je pense qu'il faut passer d'abord par l'étape d'intégration et comme je vais vous le dire après, on ne peut donner qu'à partir de son débordement. Donc, intégration. Prendre le temps d'intégrer les informations. Ça peut être faire des formations aussi, très concrètement. Ça peut être se nourrir de la transmission d'autrui. Aller voir ce qu'on appelle des grands maîtres, mais c'est juste des gens qui sont plus loin que nous sur l'escalier de la vie, dans un domaine précis, évidemment. Le terme de maître est toujours corrélé à un contexte et donc relatif. Puis, troisième étape, la force. C'est-à-dire que à partir du moment où votre vase déborde, vous pouvez donner. Il ne s'agit pas de tenter encore une fois, de propager l'amour si l'amour propre n'est pas au rendez-vous. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez être dans une dépense énergétique d'amour qui sera fausse déjà. On sentira bien que c'est pas totalement sincère et à votre détriment. Vous allez encore plus vider votre stockage. Énergie vitale, prana, vous appelez ça comme vous voulez, les anciennes formes de spiritualité que sont la médecine traditionnelle chinoise, l'ayurveda, le yoga, tous les grands courants de pensée millénaires nous en parlent. Cette énergie vitale doit être capitalisée avant d'être dépensée et une fois que ça déborde, une fois qu'on en a plus que nous en avons besoin, on transmet, on l'exprime. Là, on peut passer à l'acte véritablement sous peine d'épuiser ses réserves et de se cramer trop vite. Ça, je le vois tout le temps. C'est-à-dire à partir du moment où ça va un petit peu mieux, les gens recommencent à aller dans l'excès d'exercice physique, de douche froide, de bain froid, sans voir qu'ils se font plus de mal que de bien. Donc là, la force, c'est une fois on se sent fort et qu'on a les réserves et qu'on est dans le débordement et qu'on donne, c'est assez jouissif. C'est super. C'est là où les grandes choses s'accomplissent dans le monde. C'est là où on voit des exploits aussi. C'est là où on voit des prises de position et des gens qui inspirent, vraiment qui inspirent. On sent bien que derrière les paroles, la posture de la personne, tout est vrai. Voilà, il y a pas de faux semblant. Puis après la force, dernière étape, c'est l'antifragilité. C'est vraiment expérimenter de temps en temps l'exposition hasardeuse à quelque chose d'extraordinaire. La prise de risque presque maximale. Voilà, c'est la capacité à s'exposer à la volatilité, à des choses imprévues. Parce que on a la capacité d'en ressortir plus aguerri. Alors comprenez-moi bien, l'exposition à la volatilité, elle se passe dans toutes les étapes. La connexion, l'intégration, la force, il y a toujours une part hasardeuse et votre système est toujours en adaptation, toujours en réaction et toujours dans une forme d'antifragilité puisqu'il se renforce, il apprend à chaque instant face à cet environnement changeant constamment. Mais pour moi, la dernière étape, c'est aller volontairement dans des choses imprévues, prise de risque maximale, inconnues, de temps en temps. Évidemment, c'est pas tout le temps, mais c'est savoir jouer avec. C'est une fois qu'on a passé l'étape de la force, on peut jouer avec ce côté imprévu et hasardeux de l'antifragilité, notre caractéristique qui nous est propre. Donc voilà nos 4 étapes. Ça fait déjà 33 minutes que je vous parle, donc on va pas pousser le bouchon plus loin, même si j'avais pris des notes et j'avais envie de vous parler de plein d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, s'en tenir à cette démarche qui ne concerne que moi, mais c'est des leçons que j'ai tirées de ma propre vie, de mes propres expérimentations, et de toute façon, comme dirait mon maître du yoga Tummo, Maurice Daubard, il ne faut parler que de son propre jardin. Je vous partage ça en toute humilité et j'attends vos retours, évidemment. Ce médium-là, ce que je vous propose, les podcasts de l'antifragilité,
c'est encore une fois dans la continuité de Vérisme TV, de créer une communauté et d'avoir des échanges. C'est pas à sens unique tout ça. Donc je suis ouvert à toutes les réflexions, bien entendu. Je vais vous partager dans les 2 premiers épisodes, j'avais envie déjà de le faire, mais je pense que j'avais déjà beaucoup parlé. Là, je veux profiter du fait de le faire. C'est que à chaque épisode, j'aimerais vous partager un moment de ma vie, un moment de mon quotidien. Et comme je vous le dis, moi, je m'entraîne beaucoup, à tous les sens du terme. Ça va du bain froid à la méditation en passant par le sport. Et donc, j'ai envie aussi de vous partager un petit peu de mon quotidien. Comment ça se passe en ce moment? On est en janvier 2021, ce qui est absolument dingue. Ce chiffre, je ne m'y ferai jamais. Janvier 2021, ça fait quelques mois depuis le début de la crise sanitaire et le premier confinement, donc ça fait 1 an en fait, que je mets le focus sur l'exercice physique, avec vraiment un travail plus calisthénique, c'est-à-dire poids du corps, travail aux anneaux, travail de gymnaste, lesté parfois, travail de force aussi. Voilà, ça c'est mon gros focus parce que je m'éclate là-dedans et les progrès sont là, donc c'est cool. Hier, ça a été un travail au niveau des jambes, donc le sissy squat, ça s'écrit S-I-2-S-Y. J'adore ce squat, j'adore cette technique-là. Travail au poids du corps, on passe sur l'avant du pied, donc les 2 capteurs vraiment du vestibulaire, le vestibulaire et de la proprioception sont au niveau du tripode. Le pied c'est un tripode, c'est-à-dire qu'il a 3 points d'appui majoritaires. Là on passe sur l'avant, c'est là où se passe vraiment la majeure partie de ce tripode-là, de 2 points, puisqu'on coupe juste le talon, au niveau de la proprioception et du système vestibulaire, que sont le gros orteil et la paume vraiment du pied. On passe sur l'avant du pied. Tapez sissy squat sur internet, vous allez trouver des vidéos. Et après, il s'agit de descendre jusqu'à ce que ses genoux touchent le sol. Alors là, ça met vraiment le focus sur à la fois les quadriceps et les fessiers. Ça donne vraiment de bonnes grosses courbatures aux cuisses et aux fesses. J'adore ce squat-là, qui ne demande aucun matériel. On peut s'aider avec la main, avec un appui, genre un manche à balai devant pour l'équilibre. J'adore ça. Donc, hier, ça a été un travail de jambes, dont le sissy squat. Voilà, c'est le partage du jour. Trouvez votre amplitude de mouvement et expérimenter celui-ci, c'est génial. J'adore. Une magnifique façon de travailler l'interoception et l'extéroception. Travailler pieds nus, évidemment, ou en chaussettes. Un bain froid dans ma piscine. En ce moment, hier c'était vraiment froid. Hier il neigeait le matin, l'herbe était complètement recouverte de givre, les flaques autour de la piscine étaient gelées. J'ai fait un aller-retour dans la piscine. En ce moment, j'aime bien nager. C'est beaucoup plus demandeur que de rester statique, mais ma capacité à gérer le froid a complètement changé ces derniers mois, où je suis beaucoup moins attiré par le statique comme je peux le faire pendant l'été dans mon congélateur. J'ai envie de bouger, je rentre dans la piscine, j'ai pas envie de rester longtemps, j'ai envie que ce soit un stimulus vraiment puissant. Je fais un aller ou un aller-retour dans la piscine, c'est tout, ça dure quelques secondes, mais c'est là pour faire la piqûre de rappel, la stimulation du corps. On reviendra sur le froid, ce qui se passe au niveau hormonal, nerveux, au niveau des graisses brunes, des mitochondries, c'est passionnant tout ça. Méditation, ça se passe beaucoup au niveau de des techniques de respiration en ce moment. Je me sers toujours des techniques de respiration pour un moment méditatif aussi. Je suis depuis des mois le programme d'entraînement de Brian McKenzie, qui s'appelle Shift. Brian McKenzie, c'est un grand monsieur du monde de la respiration, et je trouve qu'il est encore plus pertinent que le programme Oxygen Advantage de Patrick McKeown, qui m'a énormément appris sur la méthode Buteyko notamment. Je me régale plus parce que c'est plus côté sportif et athlétique que McKeown, qui est davantage côté santé et pour monsieur et madame tout le monde.
Donc là, on n'est plus du côté performance, et c'est vrai que ça m'attire un petit peu plus. Donc je me régale du programme Shift. Il imprègne énormément ce que je propose actuellement dans mes formations en ligne. Donc ça va être de la marche. J'adore la marche, et quand je pars marcher, je fais mes techniques de respiration, et ce sont des moments de méditation, ce qui me fait souvent penser aux physiciens qui adoraient la marche, surtout en montagne, comme Einstein et les autres. Donc voilà. Pourquoi pas dans les prochains podcasts vous proposer des techniques de respiration, mais sans la vidéo, je trouve que c'est moins marrant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie énormément. Si vous aimez ces podcasts, évidemment, abonnez-vous, mettez des étoiles, un retour, un écrit, ça aide. Ça va aider évidemment à ce que ça se propage. Partagez-les, évidemment, sur vos réseaux sociaux. Plus on est de fous, moins il y a de riz, comme dirait Coluche. Et regardez Kaamelott, parce que quand même l'humour c'est la base. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, avec pourquoi pas des invités. Si vous avez des idées d'invités aussi, proposez, balancez, et j'essaierai de prendre contact avec la personne. Je vous remercie encore une fois, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt.